Salut, c'est Ilu, le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture. Une bêta-lecture, ça se prépare. La bêta-lecture, qu'est-ce que c'est ? C'est la lecture critique de votre texte dans le but de vérifier que tout fonctionne ou de pointer, le cas échéant, ce qui ne fonctionne pas. Pour faire court, les bons bêta-lecteurs vérifient que vous avez mis en œuvre les meilleures techniques d'écriture au service de votre texte et qu'elles sont maîtrisées, ou si vous préférez appliquer vos propres techniques, oui, d'accord, que cela est justifié et efficace et que ça marche. Les bêta-lecteurs s'assurent que votre créativité s'exerce pour le plus grand bénéfice du lecteur. Pas pour le vôtre. Vous n'écrivez pas pour vous, vous écrivez pour être lu. Les bêta-lecteurs professionnels suggèrent donc souvent des améliorations, et ils vous disent aussi là où ça pêche, au sens littéral de pêcher, c'est-à-dire manquer son but. Oui, professionnel, bêta-lecteur, c'est une fonction, et ça fait partie du métier de conseiller littéraire. Dans le cas d'une bêta-lecture réalisée par un professionnel, il vous en coûtera quelques euros selon la longueur de votre tapuscrit, et vous aurez un avis à minima constructif. Cependant, les écrivains ne roulent pas sur l'or, ni même sur l'argent. Des solutions gratuites existent, plus ou moins bonnes. Vous pouvez choisir d'être lu par des lecteurs passionnés ou d'autres écrivains à qui vous rendrez l'appareil. La réciprocité est un bon principe de collaboration. Tous les écrivains font appel à des bêta-lecteurs, c'est une étape indispensable de la fabrication d'un livre. La bêta-lecture est distincte de la correction orthographique et syntaxique, elle s'attache au récit avant tout. Qui sont les bêta-lecteurs ? Sont des bêta-lecteurs tous vos lecteurs qui prendront connaissance de votre prose avant qu'elle soit publiée, quand vous pourrez encore revenir dessus pour l'améliorer. Les lecteurs des maisons d'édition à qui vous enverrez votre texte sont des bêta-lecteurs. À qui confier la bêta-lecture de vos textes ? Cependant, votre petit frère ou votre chéri ne sera peut-être pas le meilleur bêta-lecteur que vous puissiez trouver. Déjà, beaucoup d'affect altère le jugement. Ensuite, pour être efficace, un bêta-lecteur doit être avant tout un grand lecteur, lisant des textes de bonne qualité. Eh oui, les mauvais existent aussi. Ne confiez pas vos textes à une seule et même personne, mais si possible, dégotez au moins 3 avis différents. Quand je dis différents, vraiment différents. Le profil de votre lecteur type est impossible à cerner, si ce n'est qu'il aime votre prose. Vous obtiendrez des avis bien plus constructifs si vous trouvez un terrain d'entente avec une mémé à la retraite, pas la vôtre si possible, un étudiant qui lit dans les transports en commun, un autre écrivain rencontré dans un groupe Facebook. Attention, ne donnez pas vos textes à lire que à des écrivains. Ils souffrent de biais cognitifs intempestifs, c'est connu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ne les donnez pas non plus que à des lecteurs qui apprécient d'emblée le genre dans lequel vous écrivez. Sauf s'il s'agit d'un pavé de 600 pages, auquel cas, allez-y mollo, envoyez un premier chapitre et voyez si ça mord. Pour obtenir des retours pertinents, variez les interlocuteurs. Vous en apprendrez beaucoup plus ainsi. Les bêta-lecteurs vérifient à minima que votre histoire est construite selon une structure rigoureuse et pas à la va comme je te pousse. Au minimum, un début qui permet de saisir un contexte qu'on appelle une exposition pour un roman, mais qui peut se réduire à un paragraphe dans une nouvelle, un milieu durant lequel le héros ou l'héroïne combat l'adversité, résout un problème ou vit quelque chose d'intéressant qui le ou la change de l'intérieur, et une fin qui boucle l'histoire et les intrigues secondaires s'il y en a. Que les personnages ont des raisons d'agir comme ils le font, et ces raisons peuvent être comprises, voire découvertes, par le lecteur. Les personnages sont suffisamment profonds, voire paradoxaux, ils ont de la consistance et permettent l'empathie du lecteur. L'enchaînement des faits et des actions obéit à une logique interne. Ce sont les personnages qui déclenchent les événements, sauf dans les tragédies grecques où ce sont les dieux qui s'amusent entre eux.
Le cadre spatio-temporel est cohérent et assez détaillé pour que votre récit ne soit pas hors sol, mais pas trop pour ne pas transformer votre fiction en manuel scolaire. Le point de vue narratif ne varie pas d'une phrase à l'autre. On suit clairement la narration. Tout est mis en œuvre pour donner l'envie de continuer à lire, autrement dit, le texte n'est pas barbant. La langue utilisée est cohérente avec le genre et le sujet. On ne bute pas sur les mots, on n'est pas arrêté dans la lecture. Autrement dit, vous avez réussi la fluidité. La forme et la longueur des phrases est variée, le récit est rythmé. Tous les paragraphes ne font pas 5 lignes et ne commencent pas par le même mot. La mise en page respecte les codes de l'édition, police, corps, paragraphe, chapitre, tiret quadratin, numérotation des pages, etc. Mais au fait, pourquoi je vous parle de bêta-lecture aujourd'hui ? Parce que j'ai réalisé un certain nombre de bêta-lectures ces dernières semaines, à chaque fois pour des apprentis écrivains que je ne connais pas personnellement et je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je me suis rendu compte que certains romanciers, pas tous heureusement, ne savent pas du tout comment fonctionne une bêta-lecture. Ils demandent un coup de main très poliment et vous le leur rendez, ce service, bien volontiers, surtout si leur texte n'est pas très long et ne devrait pas vous demander plus d'1 heure de votre temps. Ils vous envoient leur premier jet en vous demandant « Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour l'améliorer selon toi ?» Alors déjà, camarade, tu dois travailler. Tu dois te relire en te posant les bonnes questions. En reprenant les points ci-dessus, c'est déjà un bon début. Et réécrire tout ce que tu trouves toi-même à améliorer. Si tu ne trouves rien, 2 possibilités. Ou bien tu es un génie, ou bien tu es mauvais. Si tu es mauvais, ce n'est pas grave. Mais tu dois renoncer à publier avant d'avoir compris ce qu'est la littérature et comment ça marche. Si tu es un génie, c'est pire, tu es vraiment mal barré. Retravailler un texte avant de l'envoyer en bêta-lecture, 2 étapes incontournables. Avant la bêta-lecture, vous devez oublier votre texte, le laisser dans un tiroir durant plusieurs semaines pour le redécouvrir avec un regard neuf, comme s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre. Vous le relisez, et vous voyez les verrues, vous dépistez les scories, et vous retravaillez. Vous devez aussi vous relire à haute voix. Je vous conseille même de vous enregistrer et de vous écouter. On vous raconte des histoires depuis que vous êtes bébé, même en admettant que vous soyez extrêmement complaisant avec vous-même. Si, c'est possible, ça m'arrive aussi, figurez-vous. Votre oreille est habituée à la narration. Elle sera impitoyable avec les redites, les maladresses, les phrases bancales. Vous gagnerez du temps et vous retravaillerez. Attention, très important, n'envoyez jamais en bêta-lecture un texte formaté avec les pieds. Police Times New Roman ou Arial, corps 12 ou 14 au maximum, chapitres et paragraphes, tirés quadratins ou semi-quadratins, pages numérotées, etc. Pourquoi vous embêter à faire ça alors que de toute façon vous allez encore retravailler, que le formatage est la chose la plus chiante du monde et que ce rontudu de logiciel n'en fait qu'à sa tête? Eh bien, c'est tout bête. Pour faciliter le travail de votre bêta-lecteur, n'oubliez pas que c'est lui qui vous rend service, pas le contraire. Ne le rebutez pas d'emblée avec une police illisible, même si vous la trouvez géniale, ou avec un corps 18, il aura l'impression que vous lui criez dessus. Pour éviter les modifications de votre texte dues à l'ouverture par un autre logiciel que le vôtre, envoyez donc un PDF. Ainsi, vous pourrez vérifier la gueule de votre truc et vous assurer que la personne en face n'aura pas l'impression que vous lui déposez un sac poubelle. Évitez de placer vos coordonnées en tête de chaque page. Préférez les insérer dans le pied de page avec la numérotation. Vérifiez que vous envoyez bien la dernière version de votre texte. Numérotez donc vos versions. Indiquez votre deadline s'il y en a une. Précisez à votre bêta-lecteur ce que vous voulez vérifier en priorité. Ne lui dites pas « Qu'est-ce que t'en penses » ou « Aimes-tu ça ?» mais plutôt
As-tu compris pourquoi Raspoutnik réagit comme ça dans le chapitre 3? Quels sont les liens entre les personnages? Est-ce suffisamment clair? Et toute cette sorte de choses. Plus vos questions seront précises, plus les retours de bêta-lecture vous serviront. Il reste une partie délicate qui nous incombe et que nous jetons parfois par-dessus les moulins dans notre premier jet. J'ai nommé la grammaire, la syntaxe et l'orthographe. La plaie pour qui n'aime pas ça. Alors, rassurez-vous. Il se peut très bien que votre intrigue soit palpitante, vos personnages en titanium, que vous ayez construit une charpente en bois de fer imputrescible, mais que votre orthographe soit à chier. C'est arrivé à d'autres qui sont publiés et lus par des milliers de lecteurs. Simplement, ils sont passés par l'étape du correcteur professionnel qui n'est pas le bêta-lecteur, mais quelqu'un qui s'occupe uniquement de cet aspect pendant que le bêta-lecteur s'occupe de l'histoire. Si vous êtes nul en orthographe, pas de panique. Signalez-le au bêta-lecteur et rassurez-le en lui disant que vous ferez procéder aux corrections juste avant la publication sur un texte définitif. Normalement, votre bêta-lecteur réagira en vous indiquant les fautes qu'il aura décelées. Quand soumettre votre texte à la bêta-lecture? Vous me voyez venir maintenant que vous me connaissez un peu. C'est là que bien souvent le bât blesse. Vous devez fournir à vos bêta-lecteurs la meilleure version possible de votre texte, celle que vous avez déjà travaillée longuement et que vous avez peaufinée, dont vous êtes presque fier. Vos bêta-lecteurs doivent pouvoir entrer dans votre texte sans être gênés par les maladresses obligatoires de tout premier jet. Vous devez respecter vos bêta-lecteurs, car ils sont avant tout vos lecteurs. Tout comme vous n'iriez pas faire caca devant la porte de votre voisin, à moins qu'il ne vous ait vraiment fait une grosse vacherie. Ne donnez pas à lire votre brouillon, car votre premier jet, c'est votre brouillon, rien d'autre. Pourquoi croyez-vous qu'il faille si longtemps pour écrire un bon livre en état d'être publié? Admettons que vous soyez restaurateur et que vous ayez l'idée d'une nouvelle recette, d'un mariage osé entre des ingrédients qu'on n'a jamais servis ensemble. Disons que vous êtes un chef. Allez-vous entasser ces ingrédients n'importe comment sur l'assiette de service pour les faire goûter à votre équipe, à votre sous-chef, à vos meilleurs clients? Le loup qu'on s'en fiche, c'est le goût qui compte? Vous savez bien que c'est faux. L'allure d'un plat compte autant que sa saveur dans le plaisir que nous prenons à le manger. Le bêta-lecteur, c'est avant tout un lecteur. Fournissez-lui donc votre meilleure prose, il prendra plaisir à la lire et vous aidera de son mieux pour vous remercier de votre confiance. Et remerciez le bêta-lecteur qui critiquera sévèrement votre texte. C'est qu'il ne vous prend pas pour un imbécile. Ne perdez pas de vue que c'est pour vous aider. Les propos lénifiants ne font jamais avancer personne. Il est très dur, c'est vrai, de lire la critique de ceux qu'on a mis des heures à construire patiemment. Mais la première qualité dont vous devez vous doter en tant qu'écrivain, c'est la capacité à vous détacher de vos textes. Si vous ne vous détachez pas, vous ne vous améliorez pas. Et n'oubliez pas que, de toute façon, le final cut vous appartient. Le magicien, c'est vous. Soyez le meilleur magicien possible à chaque étape du processus. Et maintenant, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, la lecture. Je vous ai préparé un extrait tiré du roman de David Fuenkinos, Je vais mieux. Cela parle d'art, de changer de vie, d'écrire et de montrer ce qu'on écrit, de dire la vérité aux artistes. C'est donc 2 circonstances. Édouard est dentiste et Sylvie est artiste peintre. Et le narrateur arrive chez ses 2 amis. Je suis rentré chez mes amis. Sylvie travaillait dans une grande pièce de l'appartement. Édouard l'aimait et l'admirait au point de tout faire pour qu'elle bénéficie des meilleures conditions de travail possibles. Il passait sa vie dans les bouches en véritable mécène de sa femme. En arrivant, j'ai demandé à Sylvie si ma présence ne la dérangeait pas. Je ne voulais surtout pas la gêner. « Oh non, bien au contraire, ça me fait plaisir que tu sois là. »« Ah, répondis-je, en sentant le traquenard. Sylvie, comme tous les artistes qui n'exposent pas,
aimait plus que tout avoir un œil sous la main. Elle était heureuse de ma présence, car cela lui permettait de passer en revue tout ce qu'elle avait fait depuis des mois et que je n'avais pas encore vu. Au tout début de notre rencontre, je l'avais profondément admirée, et même, comme je l'ai déjà dit, j'avais été amoureux d'elle. Elle représentait à mes yeux ce qui existait de plus excitant, l'autorité artistique. Nos errances dans les galeries étaient si lointaines, mais on en parlait encore avec une émotion fraîche. Certains souvenirs ne sont pas soumis à la fatigue de la mémoire. Nous étions toujours très proches, mais la vie nous avait séparés, surtout à cause des enfants. Cela nous avait propulsés dans deux vies relativement distinctes. Année après année, notre connivence s'était dissipée. À mes yeux, cela n'avait rien de négatif. Si nous avions changé, nous demeurions liés par le passé. Je lui ai raconté mon entretien et la fin de ma carrière dans mon entreprise. Elle parut inquiète. « Tu vas faire quoi maintenant ?»« Je ne sais pas. »« Tu devrais te remettre à écrire. »« Quoi ? Écrire ? Tu te souviens que tu écrivais ?»« Ouais, mais je suis surpris que tu t'en souviennes, toi. Tu m'avais conseillé d'arrêter. »« Non, je t'avais mis en garde contre la difficulté d'une telle vie. C'est toi qui avais interprété ainsi mes propos. » « Très honnêtement, il ne fallait pas te pousser beaucoup pour que tu renonces. Tu étais très effrayé. »« Pourquoi tu me dis tout ça maintenant ? » ?»« Pour t'éclairer sur qui tu étais vraiment, ce jeune homme sage que j'adorais. »« Hein ? » ?»« Oui, moi aussi je t'adorais. »« Je sais. Bon, assez parlé de toi. Passons aux choses sérieuses. Je te montre mes tableaux. » Sylvie maniait bien ce second degré qui permet de masquer un peu la vérité. Elle aimait être le centre du monde. J'ai toujours pensé qu'il fallait une sacrée dose d'égocentrisme pour créer ainsi pendant des années avec la certitude inébranlable de son talent. Elle me montrait ses dernières œuvres et je sentais en elle une conviction dépassant l'entendement. À l'écouter, on aurait dit une artiste en train d'hésiter sur les tableaux qu'elle allait montrer lors de sa prochaine exposition à Beaubourg. Elle semblait complètement oublier qu'on était dans son salon et qu'elle vivait au crochet d'un mari dentiste. Elle habitait un monde féerique, celui de la conspiration du non-dit. Elle n'était jamais une artiste en proie au jugement des autres. Elle ne connaissait pas le danger. Elle se promenait entre ses œuvres comme un humain dans un zoo, dans un environnement parfaitement balisé. Depuis 20 ans, tout le monde lui disait qu'elle avait un talent formidable. Mais qui le lui disait ? Son mari ? Ses amis ? Sa famille ? Ses voisins ? Tous les 5 ans, elle faisait une exposition dans une honnête galerie parisienne. À chaque fois, en lisant l'invitation et sa notice biographique, on avait l'impression que Sylvie avait révolutionné l'art de la gouache. Ou encore que Jeff Koons lui devait tout. Lors de ces expositions, nous achetions ses toiles. Je devais en avoir une bonne dizaine chez moi. Nous étions conditionnés, pour ne pas dire contraints, par le lobbying fanatique de son mari. Je savais Édouard capable d'utiliser la torture. Il est facile de faire acheter un tableau à quiconque demeure bouche ouverte sous la menace de cet atroce instrument injustement appelé la fraise. Alors, les soirs de vernissage, elle croulait sous les compliments. Personne n'osait jamais émettre le moindre bémol, personne ne pouvait effleurer un tant soit peu la vérité, et cela la confortait d'une manière douillette, dans la certitude de son génie. Pourquoi était-je si dur avec elle ? Je n'aimais pas ce qu'elle peignait, c'était même confondant de laideur. Je n'avais pas à juger ainsi sa vie. Je la voyais marcher entre ses tableaux, et si elle m'épuisait de commentaires, elle n'en demeurait pas moins adorable l'espoir. Je devrais vanter sa nature au lieu de l'abîmer ainsi. Qui suis-je pour être aussi méprisant, moi qui ai passé ma vie comme un larbin ? Après tout, j'avais abandonné lâchement l'idée d'écrire, par faiblesse ou par conscience de ma médiocrité. La seule chose qui nous différenciait, c'était la pudeur. J'étais certain d'être incapable de montrer à quiconque mon travail, et encore moins d'oser déranger les gens, les faire venir dans une galerie et me poster à côté d'eux en attendant leur avis. Je n'avais jamais montré à quiconque la moindre ligne de ce que j'écrivais. J'étais tout simplement incapable d'affronter le jugement des autres. J'avais si peur que mon travail soit mauvais. Qu'avais-je écrit d'ailleurs ? Un vaste brouillon de roman, boursouflé par des pages et des pages de notes.
Si je me remettais à écrire, je serais à nouveau soumis au risque de l'inachèvement. Il fallait que j'accepte cette idée d'emprunter un chemin qui serait peut-être une impasse. Mais les mots m'avaient manqué. Je m'en rendais compte maintenant plus que jamais. Je ne savais pas comment j'avais fait pour vivre ainsi à l'abri de ma passion. Je m'étais écarté de l'essentiel, m'installant le plus loin possible de la source. Mon assèchement venait de là. J'en étais certain. Mon assèchement et mes douleurs. Pour aller mieux, je devais déplacer ma vie là où elle devait être. Ma vraie vie m'attendait depuis 20 ans. Après 1 heure, pendant laquelle mon esprit avait souvent divagué ailleurs, Sylvie me montra son tableau le plus récent. Je ne voyais pas en quoi il différait des autres, mais elle évoqua à son sujet une véritable mutation dans son travail. Je voulais bien la croire, surtout pour abréger le moment. Elle semblait tellement heureuse de ma présence. Son énergie me faisait sourire. À la fin de notre tour, elle se positionna devant moi et me demanda après un grand souffle. « Alors, tu en as pensé quoi ?»« De quoi ?»« Des tableaux, de tout ce que tu as vu. »« J'en ai pensé quoi ?»« Oui, tu en as pensé quoi ?»« Franchement. »« Oui, franchement. »« Franchement, j'ai adoré. »« C'est vrai ?»« Bien sûr que c'est vrai. J'ai trouvé ça formidable. » Tilu, c'est fini. Salut, à la semaine prochaine.